je m'appelle Virginie, j'aurai 41 ans bientôt et je suis ici pour témoigner sur mon parcours puisque je suis atteinte d'endométriose sévère et profonde et que j'ai eu un parcours assez compliqué pour avoir un enfant. Ça s'apparente à un cancer dont on ne meurt pas. Mais c'est une maladie qui est sournoise, qui est invasive, vicieuse, qui est douloureuse, qui s'infiltre dans les organes et qui mange à la fois notre corps, mais à la fois aussi notre morale, mentale. C'est un marathon. J'ai eu mes règles très jeune, j'avais 11 ans la première fois. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai eu mes règles 1 semaine sur 2. Donc on se disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était très hémorragique et très douloureux. Donc voilà, j'ai été voir un gynécologue qui, en l'occurrence, était le gynécologue de ma maman, donc qui était assez âgé, qui n'était pas du tout informé sur cette maladie. La première chose, c'était de me dire c'est normal, il faut que ça se mette en place. Voilà. Et entre le moment où j'ai été diagnostiquée et le moment donc des premières douleurs à l'âge de 14 ans, il s'est passé une quinzaine d'années, puisque j'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans. Donc c'est un parcours qui est difficile, c'est un parcours qui est long, et c'est un parcours de souffrance à la fois physique et à la fois morale. Vraiment, parce qu'on ne se sent pas comprise, on ne se sent pas entendue. Ça a été un soulagement, aussi un choc, mais on ne connaissait pas encore la maladie comme aujourd'hui, donc je ne me suis pas vraiment rendu compte encore de ce qui se passait. Et par contre, ça m'a fait du bien qu'on me dise oui, madame, il y a quelque chose et c'est pas dans votre tête. J'étais en couple à l'époque et j'étais même mariée. Et tout a explosé. Alors, pas que à cause de l'endométriose, mais ça a quand même été une raison, notamment parce qu'on essayait d'avoir un enfant et que ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, je me suis retrouvée divorcée à 32 ans. J'ai rencontré un chirurgien valable qui m'a opérée. Il y avait vraiment des atteintes profondes et disséminées. Et puis, après cette opération, il m'a dit, voilà, vous avez 35 ans. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant et vos chances sont réduites, très réduites. Donc voilà, je me suis retrouvée avec la question qu'est-ce que je fais ? Je suis célibataire et j'ai été voir un spécialiste en fertilité. Et à ce moment-là, on m'a donné 5% de chance d'avoir un jour un enfant avec un protocole de procréation médicalement assistée et avec un don d'ovocytes, donc pas mes ovocytes. Donc là, c'est le choc. Et j'étais un peu perdue. J'ai décidé de me lancer toute seule. Donc voilà, je pars une première fois en 2017 au Danemark. Et puis j'ai fait une première FIV. Il faut savoir qu'avec l'endométriose, faire une stimulation ovarienne, ça fait tout flamber. Déjà, arrêter les traitements hormonaux qui sont aujourd'hui les seuls traitements qu'on ait pour, pas pour guérir, parce qu'on ne guérit pas de l'endométriose, mais pour aider à contenir la maladie et à ralentir et à aider sur la douleur. Ces traitements-là, quand on veut faire un enfant, on ne peut plus les prendre parce que c'est des traitements de ménopause artificielle. Et j'ai eu 3 embryons. Sur les 3, on m'en a transféré 1 et on a congelé les 2 autres. Je suis enceinte, donc immense joie. Première fois, ça marche. Je me suis dit, waouh, c'est génial, après tout ce qu'on m'avait dit. À 10 semaines de grossesse, échographie, et là, le cœur du bébé ne bat plus. En fait, on comprend pas et surtout, on trouve ça d'une injustice assez violente, sachant le parcours. On sait que les fausses couches existent. D'ailleurs,
pour toutes les femmes, hein, même sans endométriose. Mais avec l'endométriose, ça amplifie le risque. Donc voilà, il faut faire le deuil d'un premier enfant. Voilà, on porte la vie et puis la minute d'après, on porte la mort. Et ça, c'est difficile. Je suis repartie. On m'a transféré un embryon congelé, enceinte de nouveau et fausse couche de nouveau. Donc là, j'ai eu besoin d'un peu plus de temps jusqu'en juin 2018. On m'a transféré le dernier embryon. Donc à chaque fois, c'est des voyages aussi, hein, et à chaque fois, c'est des frais. On paye les médicaments, on paye tout, il n'y a rien qui est pris en charge. Donc voilà, on y va, 3e embryon, je suis enceinte à nouveau et je le perds à nouveau. Donc voilà, là, vraiment besoin de me poser. Ensuite, j'ai refait une tentative en septembre, seulement une insémination qui n'a pas fonctionné, mais il y a de nouveau tout le protocole, hein, la flambée. Donc il faut savoir qu'en chaque cycle de FIV, les douleurs, elles s'intensifient, la qualité de vie aussi, le travail, c'est compliqué. Et puis arrive 2019, et là, je change de pays et je vais en Espagne. Je refais un protocole. Cette fois, je n'ai que 2 embryons. Voilà, l'âge avançant, les chances descendent aussi. Et là, on me transfère les 2 en même temps pour augmenter les chances. Je suis enceinte et là, je dirais que c'est l'expérience la plus traumatisante pour moi. C'est que déjà, suite à la ponction ovarienne, je fais une hémorragie interne. On a peur pour sa vie. Puis finalement, l'hémorragie est maîtrisée et je peux 5 jours après faire mon transfert. Je retombe enceinte suite à ce transfert. Et là, quand même, on se dit, avec le parcours que j'ai déjà perdu 3 grossesses. C'est bon, cette fois, ça va tenir, il n'y a pas de raison. Donc je rentre, mais il y a toujours cette angoisse. Et avec l'endométriose, on a mal tout le temps. C'est devenu chronique, donc la douleur, il faut vivre avec. Et il faut vivre avec aussi quand on essaie d'avoir un enfant et ne pas l'interpréter comme étant un signe de quelque chose de grave. Mais à tel point que j'avais mal, je disais rien. Et la douleur s'est placée vraiment du côté droit, très très violente. De plus en plus violente, et à tel point que je suis arrivée littéralement à 4 pattes chez mon gynécologue. Et là, voilà, on me dit, écoutez madame, vos embryons se sont mis dans votre trompe, donc vous faites une grossesse extra-utérine. Donc ça veut dire, on va arrêter la grossesse, il va falloir vous opérer d'urgence, parce que là, votre trompe, elle risque d'exploser. Et puis vous risquez une hémorragie grave et d'y rester. Donc, c'est le coup de massue. Là, franchement, je me suis sentie très abattue. C'est l'injustice. Mais voilà, donc plus de bébé, plus de trompe. Et plus de courage à un moment. Il y a un moment où on se dit, j'y arriverai jamais en fait, j'aurai jamais d'enfant. J'aurai jamais d'enfant et on voit en plus toutes ses amies autour de soi qui sont enceintes naturellement. Et on est contente pour elles, mais en même temps c'est dur. Et comme la vie est belle et bien faite, j'ai de la chance parce que je rencontre l'homme de ma vie. J'ai de la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend ma maladie, qui comprend mes douleurs. Et là, voilà, quand je disais que la vie est belle et qu'il faut toujours espérer, il faut toujours y croire, j'arrête mon traitement contre l'endométriose à Noël, parce qu'il me demande en fait le 25 décembre. Et le 20 janvier, je suis enceinte, naturellement. Et là, c'est
Bah ouais, c'est un miracle, quoi. C'est mon petit miracle. Je me suis sentie libérée quand j'ai senti mon bébé bouger au 5e mois. Et la grossesse a été très douloureuse parce que il y a aussi une fausse croyance qui dit que l'endométriose, quand on est en pause, c'est-à-dire soit une ménopause, soit une grossesse, ça va mieux et qu'on n'a plus de douleur. Alors parfois oui, mais pas toujours. Et voilà, moi j'ai beaucoup souffert physiquement pendant ma grossesse. Et puis la grossesse a fini par très bien se passer. Donc voilà, et puis mon petit Nathan est né en septembre 2020. En 5 ans, j'ai été enceinte 6 fois. J'ai perdu 5 bébés. J'ai un bébé en pleine forme qui a 18 mois aujourd'hui. J'ai eu 4 protocoles de FIV complets avec 5 transferts d'embryons, une insémination et une grossesse extra-utérine, un curetage pour le cœur du bébé arrêté et 3 fausses couches spontanées. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans, j'en suis persuadée, parce qu'elle m'a apporté déjà le fait d'apprendre à m'écouter. On apprend à être qui on est vraiment, à se connaître vraiment. Et surtout, elle m'a permis de voir que j'avais une force en moi, une grande force en moi pour mener à bien tout ce parcours et aujourd'hui à m'occuper de ma famille. Ce qui est le plus difficile finalement, c'est ce que moi je ressens de ce regard. C'est difficile d'admettre qu'on est diminué, parce qu'à des moments on l'est. C'est difficile d'admettre que les autres puissent penser qu'on fait pas tout ce qu'on peut, qu'on se plaint pour rien, que oui mais bon elle a mal mais quand même. Ou le côté aussi au travail, ça fait 3 fois que t'es absente. Et on fait pas exprès, en fait. Et c'est très difficile d'accepter que le regard des gens sur nous soit pas, peut-être pas réel d'une part, mais soit pas non plus parfait. Il y a eu plus de moyens mis en œuvre pour la recherche, pour pouvoir progresser, que peut-être un jour un traitement soit enfin découvert et que les femmes se sentent plus entendues, plus soutenues. Je pense que si cette maladie touchait 2 hommes sur 10 dans le monde, si les hommes avaient des douleurs lors des rapports sexuels, s'ils avaient des problèmes de fertilité, si ils pouvaient pas aller travailler ou qu'ils devaient faire des demandes d'assurance, je pense sincèrement qu'on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui. Les femmes, on a l'habitude d'entendre que c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est normal d'avoir mal pendant les rapports, c'est normal d'avoir mal quand on enfante. Donc on se plaint peut-être moins. Fais-toi confiance. Écoute-toi. Ça n'est pas normal. Tu as le droit de dire que ça ne va pas. Il est très important de parler. Et de parler de tout ça, de parler de cette maladie. D'en parler, que ce soit de manière visible, c'est-à-dire sur les réseaux, dans la presse, autant que possible, mais aussi d'en parler de manière privée. C'est important de partager, de pas garder ça pour soi. Pour garder espoir, on vit quand même bien malgré tout. On peut quand même bien vivre avec l'endométriose. Ça vaut la peine. Aujourd'hui, après tout ça, ça vaut la peine. Et il faut se battre. Il faut se battre pour ce qu'on a envie dans la vie et ce qu'on veut atteindre, et malgré ce qu'on peut nous dire. Voilà, il faut vraiment garder espoir et il faut ressentir. Et je ressentais que je serais maman un jour. Ça pouvait pas être autrement. Et si c'est ce que les femmes ressentent, alors elles doivent s'écouter, même si les médecins disent le contraire. On m'avait donné 5% de chance par FIV. On m'avait dit que je serais maman, probablement jamais maman. Peut-être qu'au final, elle va gagner cette endométriose, mais pour moi, j'ai déjà gagné mon combat. Qui était celui d'avoir un enfant.